Quand je commençais à parler de ma copine, comme les mecs parlent de leur meuf, on me disait ça serait bien que tu dises que t'as un mec, parce que c'est un peu chiant, les auditeurs vont pas comprendre et tout. C'était pénible de voir des personnes qui, dans la vie quotidienne, n'avaient aucun problème avec ça, mais direct à l'antenne, me demandaient plutôt de changer mes mœurs, quoi. Salut, je m'appelle Shirley et je suis fière d'être là, déjà. Je suis fière d'être moi et je suis fière d'être noire, non-binaire et fière de tout ça. À la maternelle, j'avais 5 ans, il y avait Manon dans le bac à sable et j'étais là, waouh, ça y est, je sais. En fait, je me suis pas posé beaucoup de questions au tout début, genre collège, lycée, je draguais. Alors, je draguais des gars au collège parce que je voulais être à la mode comme toutes mes potes, tu vois, avoir mon gars, mais un peu comme je voulais avoir mes Air Max, quoi. Je demandais à tous mes potes, tu veux sortir avec moi? Non, tu veux pas sortir avec moi? Ok. J'enchaînais comme ça. Et puis, au lycée, j'ai commencé à draguer des filles. Mon prof de physique-chimie, à un moment donné, qui me voit mater une meuf et tout au lycée, qui fait « mais qu'est-ce que tu fais ?» et qui me pointe un peu le truc de « mais qu'est-ce que ça veut dire de regarder des filles quand on est une fille ?» Il est un peu choqué et tout. Et là je me suis dit c'est marrant, il voulait que je nomme un peu, il voulait que je dise le mot lesbienne, quoi. Et j'ai commencé à capter à ce moment-là qu'il fallait s'auto-définir. Le lycée, c'était incroyable parce que donc j'ai fait une fixette sur cette fille en mode « ah, je veux trop sortir avec elle », elle sortait avec des gars et tout, et elle me disait non, et j'étais là « si ». Et pendant 6 mois, j'ai trimé, je sais pas, je draguais, je sais pas ce que je faisais comme forme de séduction, mais en tout cas, j'ai pas lâché l'affaire pendant 6 mois. Et puis, on a fait une sortie à l'Opéra de Paris avec ma classe, et je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'elle s'ouvrait de plus en plus, et puis on s'est tenu la main, comme ça, c'était trop mignon, pendant un moment lyrique de ah, puis on se tenait la main fort comme ça, et puis le cœur qui battait fort, et puis après on est rentré dans notre petite campagne, enfin campagne en 7-7 quoi. Et donc je la ramène dans sa Fiat Punto là, et là on se fait un bisou, et puis après t'es trop content quoi, tu fais la roue comme ça dans la rue. Et ma famille qui m'a fait une annonce. C'est ma famille, en fait j'avais une copine à 18 ans, ma première copine, et elle m'avait laissé un post-it dans ma chambre. Elle avait écrit je t'aime mon amour, bonne journée. Le post-it il est tombé, il a glissé sous la porte et est passé dans le couloir. Donc ma belle-mère l'a vu et tout, avec mon père, ils m'ont réveillé un jour à 4h du matin pour me demander des explications. Là, je me suis rendu compte que j'assumais pas de ouf. J'avais un peu peur de mon daron, quoi, parce il pleurait, clairement. J'ai fugué, c'est ça qui s'est passé. Je suis parti, en fait, j'ai décidé c'est très drôle comme fugue, parce que j'ai décidé de partir chez ma meuf. Et donc, je lui ai dit, écoute, là, vendredi soir, je fais ma valise, après le lycée, on rentre chez toi et tout. Et donc, on arrive chez ses parents à 18h, et ses parents, ils font, bon, on va appeler tes parents. Je fais, bah non, ça marche pas comme fugue. Parce que là, ils ont même pas vu que j'étais parti encore. Ils ont fait, ouais, mais on peut pas te garder comme ça. Et donc on a appelé mes parents, ils se sont mis d'accord, et finalement ça s'est bien passé. Hein. Et mon père au début évidemment faisait la tête, mais il m'a appris un truc, mon père, qui m'a aidé face à lui, il m'a dit tu es né seul et tu vas mourir seul. Il m'a toujours dit ça dans ma vie. Donc j'étais là, bon bah monsieur, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à bientôt, au revoir, merci. Et au final c'est lui qui est revenu vers moi parce qu'il s'est rendu compte que je changerais pas d'avis et que je me sentais bien avec moi-même. Après j'ai vite été à Paris pour faire mes études, je sortais avec pas mal de filles, il y avait vraiment j'avais pas besoin de soutien particulier. Et même c'est très drôle, mon père très vite aussi, on est passé de quelqu'un qui était pas d'accord du tout à quelqu'un qui, quand je me séparais de mes copines, me disait mais non, faut pas te séparer, c'est pas normal, il faut qu'on fasse une réunion de famille et tout. Donc ouais, le soutien il était naturel, ouais. Mais en fait quand tu te sens vraiment bien avec toi-même, moi j'avais après une force incommensurable là-dessus que tout le monde n'a pas évidemment, mais j'étais tellement bien avec moi-même dans ma vérité. Je savais que mon cœur était pur et que ce que je faisais était pas mal, donc je pense que j'ai toujours dégagé ce truc de c'est vous qui avez tort, hein, sans le dire quoi, sans être dans... Tu vois, ça a été davantage difficile en étant un personnage public. En vérité, oui, c'était là que ça commençait à être chiant en fait. Moi j'ai fait beaucoup de radio, de télé, etc. Au début de ma carrière, quand je commençais à parler de ma copine, comme les mecs parlent de leur meuf, on me disait ça serait bien que tu dises que t'as un mec, parce que c'est un peu chiant, les auditeurs vont pas comprendre et tout. Donc ça c'était pénible. C'était pénible de voir des personnes qui, dans la vie quotidienne, n'avaient aucun problème avec ça, mais direct à l'antenne me demandaient plutôt de changer mes mœurs, quoi. Et j'ai jamais accepté. Mais ça a été chiant de devoir à chaque fois être en rébellion et dans mes chroniques dire quand même ce que je voulais en sentant une tension autour de moi, etc. quoi. La particularité du stand-up, c'est vraiment, en tout cas pour moi, d'avoir un truc hyper viscéral où on parle des choses qu'on voit, qu'on ressent avec notre opinion, etc. Donc moi, évidemment, ce que je vis, ma vision du monde, mon décalage par rapport à plein de choses fait que j'avais besoin d'en parler. C'était là, c'était lourd parfois, et donc il fallait que je le vomisse, quoi. Donc évidemment, le fait d'être noire dans un monde blanc, le fait d'être femme dans un monde d'hommes, le fait d'être lesbienne dans un monde hétéro, ça inspire. Évidemment que ça a inspiré toute ma carrière. Mon premier sketch, je monte sur scène, j'ai des cheveux très courts, je suis très garçon manqué pour le coup, c'est moi, tu vois, dans mon attitude, je suis très cru encore. Et ma première phrase, ma première blague, c'était avant de commencer, on met un truc au clair, après on n'en parle plus, je suis une fille. Et les gens étaient hilars.
Et je me suis rendu compte des années plus tard que c'était hyper transphobe ce que je faisais. Tu vois, parce que je suis non-binaire en fait. Et donc je jouais sur ces codes de oui, je sais que je ressemble à un garçon, mais je suis une fille. Et les gens disaient ah, c'est drôle quand même. Il est marrant ce petit bonhomme. Et tu vois, donc c'était ma première vanne, quoi. Toute première vanne. Je pense que la non-binarité, en tout cas le fait de mettre le mot, c'est déjà parce que je l'ai entendu et que quand j'ai entendu la définition et tout, j'étais là, mais c'est moi ça en fait. Je sais plus qui j'écoute. Je regarde, je sais plus. Vraiment, je m'en rappelle pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai une petite larme de encore un truc. Oh non. Mais encore une déconstruction, parce que des déconstructions, c'est, tu vois, mentalement, c'est fatigant aussi parfois. Faut pas croire que c'est amusant de découvrir qu'on n'est pas dans le formatage qu'on aurait voulu nous donner. Moi, tu vois, des fois, j'aimerais bien juste être un homme hétéro blanc comme tout le monde. Donc voilà, donc j'ai découvert ça. En même temps, ça m'a fait énormément de bien. Souvent, tu vois, quand j'étais plus jeune, on me disait salut beau gosse, et je disais pas non, je suis une fille, tu vois, j'étais là, ouais, ça fait plaisir. Tu vois, donc c'était déjà là en fait. Et ça m'a permis d'accepter plus ma féminité aussi. De sentir cette non-binarité chez moi, tu vois, de pouvoir être dans cette fluidité permanente entre ces deux polarités, quoi. Ça a été handicapant dans ma carrière dans le sens où j'ai refusé beaucoup de choses pour ne pas être essentialisée justement à l'objet de femme noire, lesbienne. Une émission très connue avec un animateur très très connu qui m'appelle « Charlie, j'adore ton personnage de lesbienne, il est excellent ». Je dis « c'est pas un personnage en fait ». Ça m'a handicapé dans le sens où j'ai dû refuser énormément de choses parce que je sentais que ça serait pas bon pour l'image que je voulais donner à la communauté, pour la communauté. Encore une fois, c'est pas un business pour moi. Et donc quand on me parle de personnage, je raccroche, quoi. Quand on m'en parle, tout simplement, quoi. C'est comme quand on vous appelle sur un plateau parce qu'il manque une fille. Ça manque de filles, donc on t'appelle. T'es là, bah, j'aimerais bien que tu m'appelles pour mon travail. C'est marrant, parce qu'aujourd'hui, je suis à la mode, en fait. Et souvent, on me le rappelle. Hein. On me dit, c'est le moment, Charlotte, de sortir ta série ou faire un truc, t'es à la mode. Donc je vais attendre de plus être à la mode, tu vois, pour pouvoir vraiment créer des choses. Parce que je me sers pas de tout ce que je raconte comme une posture ou comme un business. C'est quelque chose qui est viscéral chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la scène, là. Parce que j'ai raconté ce que j'avais à raconter. Mon dernier spectacle s'appelle Être humain, il sortira à la rentrée. Et je parle d'humanité justement dans tout son ensemble, je sors des cases. J'ai été au bout artistiquement de quelque chose, peut-être que dans des années je reviendrai. Pour l'instant, j'ai plus rien à raconter là-dessus. Bien sûr, j'ai énormément de retours, de remerciements, de jeunes qui se sont sentis soutenus, pas seuls. À l'époque, on était quand même en 2012-2013 quand mon premier sketch est sorti, et il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien de ma génération, d'humoristes, qui parlait de ça, tu vois. Donc tous les jours, en fait, ça m'arrive des remerciements et ça me touche profondément. Je suis ravi d'avoir pu transmettre quelque chose, une force. C'est formidable de transmettre de la force. On est là pour ça, enfin, ma mission de vie, quoi. Vraiment, je suis très fier de ce que j'ai fait. Avec le recul, en regardant le rétroviseur, sur le coup, à chaque fois, j'étais dégoûté. Je trouvais ça nul, chiant, pas bien, pas drôle. Et en fait, je me dis bravo de l'avoir fait parce que t'étais seul, en fait. Et tu l'as fait quand même. Et tu l'as fait parce que, au fond de toi, tu savais que t'aurais voulu toi aussi être dans ton canapé et voir ça, entendre ça. Ma mission est presque terminée parce que maintenant il y a plein d'humoristes queer et c'est génial. Je vais parler de Lou Trottignon, je vais parler de Tani, Natacha Prudent. Il y en a tellement, Romain Albrecht. Il y a énormément d'humoristes LGBTQIA+ aujourd'hui qui sont fiers, qui baissent pas la tête, qui font des trucs, des plateaux entre eux, qui créent. J'aurais aimé avoir leur âge et être avec eux à cette époque-là et rigoler et me rendre compte que j'ai pas à me justifier d'être qui je suis, j'ai juste à le faire, quoi. Je suis hyper fier aussi d'avoir ouvert cette voie-là parce qu'il fallait l'ouvrir en fait. Appelez-moi Jésus.